On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Il fait toujours ce temps-là chez toi, Antoine? Non, bien sûr que non. Il paraît qu'il va y avoir une éclaircie là, ça devrait se lever. Ça va se lever normalement cet après-midi. Bah, Mais bon, on a un petit paysage Alors, cela dit, c'est très romantique avec cette brume c'est là. un temps de pêcheur, ça, hein, à la truite. Hein. Exactement. Je vous présente Antoine, qui est moniteur, comment je vais dire, moniteur de pêche professionnel. Oui, Comment ça va, moniteur, ça guide de pêche professionnel. C'est pour ça que c'est lui qui tient la canne, et moi je tiens les verres. Moi je tiens les verres au bord de la rivière. Nanana. Alors on ne pêche pas qu'au verre. Aujourd'hui, oui, le temps est un peu pour ça. Mais tout à l'heure, on verra peut-être un peu de pêche à la mouche si tu veux bien. Bon, alors qu'est-ce que tu nous as accroché là, un verre au bout du... Alors là, nous avons un petit verre de terreau Charmant, qui est beau, hein, n'est-ce pas? oui, qui était dans la boîte. Exactement. Et qui va essayer d'attraper une truite fario du territoire, Oui. une petite truite endémique. Donc là, on se trouve au pont de Sénoué, sur le Torion. Il est magnifique ce petit pont. Ah, il est beau, hein? Et il date de quand? Il y a plein de films qui ont été tournés là, non? Oui, je crois, oui. Alors, il date de quand? J'étais pas né quand il a été fait. Et Ah. je pense qu'il a quand même quelques siècles, voire peut-être un millénaire. Alors c'est Terre de France évidemment, ça vous nous avez reconnu, mais vous ne savez peut-être pas que nous sommes dans le Limousin. Le plateau de Millevaches, il n'est pas très loin, On y est. on y est. Le lac de Vassivière, on ira tout à l'heure, il n'est pas très loin non plus, avec son île au milieu et c'est son art contemporain mêlé dans la nature, enfin vous verrez tout ça. On va y passer toute une heure ensemble. Pourquoi ça s'appelle le Millevaches? Il n'y a pas de vaches? Non, il y a pas... Enfin, si, il y en a quelques-unes, Oui, mais ça n'a rien à C'est voir. pas le hasard, c'est le Je hasard. te l'accorde. Non, c'est 1000 vaques, 1000 sources. Ah, vac. Tout En à fait. occitan, pour source, 1000 Exactement, sources. les D'accord, bacs. pour ça qu'il y a autant d'eau, de lacs, de retenues. de cours d'eau. Exactement. Pour te D'accord. faire un petit résumé, le Limousin, notamment le parc naturel, ça regroupe pratiquement tous les départs de rivières importantes. La Vézère, la Vienne, la Maule, le Torion, la Dordogne, tous ces coins-là prennent leur source C'est une ici. source sur le Tout plateau. à oui. fait. Oui. Et un petit ordre d'idée, on a à peu près 11 000 km de rivières classées première catégorie. Donc ça, c'est des rivières que pour la truite. Et après, on a énormément d'étendues de lacs, Antoine de qui classe barrages, les rivières en catégorie parce que lui pense poisson. poissons, truites. Qu'est-ce qu'on pêche ici à part la truite? Ben, sur les lacs, on peut pêcher le brochet, le sandre, la perche, le black Oui. bass. Oui. Voilà. Et ici, dans ces cours d'eau, la truite sauvage encore Oui, la truite beaucoup. sauvage fario. Oui. Ah oui, oui, oui. On en trouve encore pas mal? Ben, tu le vois bien, regarde le milieu. Non, non, j'ai pas vu. Moi, pour le moment, je vois le verre, mais je vois pas la truite. Hein, je suis désolé. Ça fait quand même 3 heures qu'on est là au bord. Ça a pas mordu. Hein. C'est de ta faute, tu fais trop de bruit. Bon, je me tais, d'accord. Je me tais, je dis plus rien. Vas-y, pêche. Alors, regarde là-bas, le poste est sympa. Tu vois la petite coulée de bulles là-bas? Ouais. Et bien là, on pourrait très Alors, bien en avoir une. qui C'est se quoi, cale. l'astuce que tu peux donner à des pêcheurs amateurs Alors, comme moi? les pêcheurs amateurs, Plus on est qu'amateurs. tous pêcheurs, hein, je te signale. Plus ou moins amateurs, mais le truc, c'est déjà de ne pas se faire voir. Quand tu essaies d'attraper une truite, c'est un poisson qui est assez peureux. De se taire, là, de ce côté-là, c'est raté. Non, tu peux parler, tu peux parler. Mais pas faire de grands gestes, aller tout doucement, profiter de C'est un tout ce truc que, de calme, ça. Hein. tout ce que tu as autour. Et la truite, c'est l'égrégore, c'est la cerise sur le gâteau. Quand il pleut comme ça, c'est bon pour la pêche ou c'est pas bon? C'est très bon.
Faut du Mais soleil ou du non, temps couvert? Le temps couvert, ça va bien, le soleil aussi, mais l'avantage du temps couvert, justement, par rapport à ton approche, c'est que les gouttes d'eau qui tombent à la surface de l'eau, si tu veux, font du bruit. Donc elles te Ça couvrent. masque. Exactement. D'accord. Et Et alors là, il y a des petits rochers, il y a un endroit particulier où tu plantes ta ligne là, Ah, où- bien sûr. La La truite, tribule, c'est ça? oui, par exemple. Elle va se mettre dans une veine d'eau où elle va trouver son alimentation. Son alimentation, c'est des invertébrés aquatiques, Oui. hein, essentiellement des insectes, mais aussi quelques vers. Et ces vers vont passer dans les coulées de bulles que tu vois. Tu vois la coulée de bulles qui Oui, est là, oui, très bien. tu vois, c'est les veines qui sont marquées où la truite va se positionner pour manger, pour s'alimenter. On la pêche pas n'importe quand, la truite. Ah non, il y a une période d'ouverture, une période de fermeture, il y a une réglementation particulière, il faut la protéger, c'est quelque chose de magique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Alors, moniteur de pêche dans le Limousin, tu es d'ici, toi, ou pas? Oui, je suis un Oui. pure souche, oui. Ah, pure souche. Pure souche. Ça fait maintenant ça fait 16 ans que je fais ça. Et je crois que c'est un des endroits de France, ici, le Mille Vaches, le plateau, comme on dit ici, Oui. un des plus déserts. Enfin, c'est là où la population est la moins nombreuse. Mais tant mieux, c'est le luxe, ça, aujourd'hui. C'est un luxe, C'est peut-être, le luxe en aujourd'hui, effet. c'est le vrai luxe. On a Personne. la population, je crois, la plus basse d'Europe. Enfin, sur le plateau, hein. Après on a Oui, des bien villes un sûr. peu plus grandes autour. Donc c'est vrai qu'on peut marcher toute une journée sans voir personne, remonter des tourbières qui sont sauvages comme celle-ci, qui ont plus de 3000 ans d'histoire. Et c'est une magie. C'est magnifique. Je suis toujours émerveillé, tu vois, depuis l'âge Bon, de alors le 6 ans. soleil, ça vient ou ça vient pas? Et regarde. Ouais, le si, petit ça nuage qui est en commence, train de ça percer, commence. Tu pourrais me montrer comment on fait les mouches aussi? Ah, c'est une bonne idée. On Se mettre pourrait aller au à chaud. l'atelier, se boire un Ouais. petit café et C'est me une montrer bonne comment idée. on fabrique les mouches. Parfait. On peut peut-être dire à ceux qui ne le savent pas encore ce qu'est une mouche. Alors, une mouche, en fait, c'est l'imitation d'un insecte aquatique ou terrestre. C'est ça. Et alors, tu la fabriques en fonction de quoi? De quelle forme, quelle couleur, quel matériau? Eh bien, la plus belle façon d'imiter une mouche, c'est déjà d'observer le milieu naturel. Oui. Tu essayes de voir ce qui vole aujourd'hui, ou tu connais un peu ce qui va voler demain, et tu vas essayer d'imiter grossièrement cet insecte-là. Des fois, les truites sont très sélectives. Elles prennent qu'un insecte. Il y en a plusieurs, Quoi, elles sortent et hop, elles et sortent ils viennent comme ça. chercher qu'un seul insecte qui va dériver à la surface de l'eau. Alors là, il faut qu'on s'en rapproche. Là, ça devient très scientifique, là, hein, Antoine. Ah, ben après, on peut faire de l'entomologie si tu Ouh veux. là là, ça devient compliqué. Bon, moi, je voudrais une mouche simple, C'est ce qu'on va faire. avec deux petites pattes, deux petites ailes. Tu vois ce que je veux dire? Puis je te rends tes verres parce que ça me plaît pas tes verres. On y va. Allez, on y va. En attendant, je vais t'emmener plus dans le nord de la Creuse, Oui. voir des gîtes dans les arbres. Ça, c'est très à la mode, mais ceux-là sont particulièrement réussis, particulièrement confortables et beaux. Eh ben, À tout de allons-y. suite. Faut qu'on retraverse l'eau, là, je suis pas sûr de ne pas m'en mettre plein les bottes. Hein. ça, tu filmes pas. Hein. La berge, elle est creuse, donc monte pas au bord. On va passer là. Tu peux poser une main et venir là. Heureusement, j'ai un pro avec moi. Allez. Voilà, et tout doucement, parce que si tu vas vite, ça passera par-dessus. Alors, tu mets le pied, là, Voilà. là. Tu vois, c'est sportif la pêche. C'est un village de cabanes dans les arbres. C'était mon habitation pendant 8 ans et aujourd'hui c'est devenu chambre d'hôte. C'est sur 10 hectares, une succession de lieux en commun et d'habitations. Pour l'heure, il y a 2 habitations, dont une qui est en train d'être finie, l'asiatique. Il y a la mer qui est déjà finie.
sommes sur la plateforme d'observation et de méditation. Derrière, il y a le kiosque à musique et la place à thé. C'est un espace de vie, c'est un lieu de vie avec tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise et pour y vivre. Comme c'était mon habitation, je pense que j'avais envie de recréer ça en plus grand et avec beaucoup d'endroits pour se sentir à l'aise, pour découvrir la nature, pour avoir différents points de vue. Quand il y aura plusieurs cabanes, en l'occurrence cette année, je pourrais recevoir 6 à 8 personnes. Je suis arrivé ici en Limousin avec mon âne. Je faisais un petit tour de France à l'ancienne. Je suis un peu moyenâgeux dans l'esprit, donc comme je pensais qu'il fallait le faire, avec mon âne, à pied à côté de l'âne, et l'âne qui portait mon matériel de charpente. Et j'ai vadrouillé un petit peu à droite, à gauche. Et je suis venu m'installer avec ma petite amie, non loin d'ici, à Poussanges. L'idée de gîte, ce n'était pas mon idée principale. Ça fait 18 ans que je veux faire un village perché dans les arbres. À l'époque, ce n'était pas du tout en vogue, personne ne me parlait de ça, il n'y en avait pas en France quasi. Et même chez les compagnons, quand je leur avais parlé de mon projet de vie, ils m'avaient dit que c'était moyenâgeux, que ça ne marcherait jamais. Mais ils m'ont enseigné quand même. Et voilà, depuis 18 ans maintenant, je sais ce que je veux faire, je sais que je veux faire un village dans les arbres. Et donc j'ai appris la charpente pour ça, j'ai appris l'acrobranche pour ça, j'ai appris aussi l'herboristerie pour ça. Mais petit à petit, j'ai toujours fait comme ça, avec pas de moyens ou très peu de moyens, pierre après pierre, connaissance après connaissance. Et après, ici, j'ai acheté 2000 m², c'est ce que j'ai eu au début. Et j'ai commencé tout petit à nettoyer, à faire des cheminements. Et petit à petit, racheter un autre bout de terrain, et grandir. Quand j'avais un billet, quand j'avais fait un bon chantier, ça me permettait de réinvestir. Et c'est comme ça que je suis arrivé à 10 hectares. Et déjà presque 400 marches, voilà. L'air est pur, on est à peu près à 700 mètres d'altitude. Après il y a le cours d'eau, ça c'est assez génial pour aller se faire plaisir, se balader ou patauger, regarder les écrevisses, regarder les truites. Et il y a des loutres aussi, donc demander à tous les autres qui ont été accueillis, ils veulent tous revenir, ils disent que c'est un lieu merveilleux et magnifique. Et voilà, je fais confiance dans le bouche-oreille. Pour garder ce lieu magique et préservé aussi, je ne suis pas dans des box, je suis discret. Vous êtes la première télé que j'accueille. Bon Antoine, ça y est, on est à table. Il faut expliquer. On est attablé à l'atelier à Royères de Vassivière, donc pas très loin du lac et du plateau de Millevaches. C'est l'endroit où on était tout à l'heure. Et tu m'avais dit que tu allais m'apprendre à faire des mouches. Tout est fait. Et ben voilà. Comment on allait... Alors là, j'ai mon truc en plume. C'est ça. Plume de oiseaux, de animaux. Mais après les plumes d'autruche, tout ça c'est du vrai. C'est du vrai, oui. Ah oui, c'est du vrai. Ah oui, tout ça c'est du vrai alors. Ça, il y a un peu de synthétique des fois, mais la plupart du temps on utilise des fibres naturelles. Ça vient du paradis latin, non? T'as raison. Je ne vais pas te contredire. Par contre là tu as du faisan doré. Alors ça vient du lido en revanche, je vois, ça vient du lido. Celle-ci du lido. Non mais je t'assure, véridique. Vas-y, je te laisse faire. Donc il nous faut un petit peu de matériel, un hameçon, du fil, c'est ta machine à coudre à toi ça? C'est un étau pour tenir l'hameçon en fait, qui est rotatif, qui va nous permettre de monter les mouches. Allez, le principal c'est déjà d'utiliser un hameçon et des plumes sur lesquelles on va ligaturer du fil qui va nous permettre de ligaturer tout simplement des plumes. Alors ces plumes, notamment celle-là, c'est des plumes de coq limousin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coq limousin, notamment le coq du plateau, est réputé
pour la qualité de ses plumes. Par rapport à la brillance, la nervosité de la plume. C'est sûr que si j'étais poisson, je n'en doute pas. Ah oui, Je n'en c'est doute clair. pas. Donc tu vois, là on va apprendre à faire ce qu'on appelle un palmaire. C'est la mouche là, Un quoi? palmaire. Un palmer. C'est une mouche basique de début de saison. Donc là on est en Oui. début de saison pour la pêche de la truite. Une mouche d'ensemble qui sert à pêcher dans les eaux rapides. D'accord. Donc on commence par fixer cette plume là. Mais où tu les trouves, tes plumes? Alors j'ai des amis qui sont éleveurs de coqs limousins. Et après dans certains magasins spécialisés dans le domaine. Il y a des magasins où on trouve tous les accessoires pour faire des mouches. Tout à fait. Donc là j'ai ligaturé. Oui. Oui, et en plastique, ça marche moins bien ou... Ah, tant qu'à faire, autant faire quelque chose de naturel. D'accord, donc tout repose sur le fil qu'on entoure autour de tout. Exactement. D'accord, donc on voit une Et- première plume. Regarde, Après. on va faire quelque chose de magique. C'est ce que j'explique dans mes cours, tu sais. fait des avec mouches. On fait des mouches, madame. On fait des mouches. Tiens, tu vas tout doucement tourner ça, comme Oui, ça. chef. Tout Tout doucement. Voilà. Et regarde ce qui se passe. Ah ouais, C'est j'ai génial. compris. Ça va hérisser J'ai compris. les poils, En fait, et les on barbus. transforme des petites plumes. ce qu'on appelle des rachis, et des barbus. Ah d'accord. Ça va? C'est parfait. Là, on va l'arrêter avec une petite ligature. Alors, tu vas voir, en quelques secondes, on est capable de monter une mouche capable d'attraper des poissons. Et ça, tu l'as appris comment? Ah, j'ai eu des grands-parents et un grand-père extraordinaires. Après, j'ai suivi bien sûr des formations, mais ça, j'étais capable de le faire à l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, on prend des jeunes. Il y a des formations? Oui. On vient On prendre a- son cours de mouche? On organise, il y a des écoles de pêche qui se sont créées, montées, il y en a sur Limoges, sur Saint-Julien, un peu partout, pour apprendre aux enfants faire des à mouches. faire des mouches, à connaître leur milieu Ça, naturel. ça, c'est la mouche de base. Hein, la mouche Ah, de c'est base. la Il y a mouche des de mouches base. beaucoup plus sophistiquées. Ah oui, oui, oui. Mais pour aujourd'hui, celle-ci, il suffira Et puis bien. pour moi, pour mon niveau aussi, ça suffira. Hein. Et tu sais que c'est une des mouches les plus prenantes qui existent, partout dans le monde. Cela dit, c'est très amusant à faire finalement. Mais C'est le long- aussi amusant que d'aller pêcher presque. Tout à fait, puis ça te fait rêver quand il pleut, quand il fait pas beau, la pêche est fermée, ça te permet... Et pourquoi tu laisses la petite plume derrière là? Alors tu vas voir, là je coupe un petit bout de fil. Et là on va faire la même opération que tout à l'heure. Tu vas encore une fois tourner quand je vais te le dire. Tu peux y aller? Non. Pas tout de suite. Il faut une petite pince pour tenir la plume. Allez vas-y, J'y vais? tout doucement. Et pourquoi tu doubles? En fait la mouche qu'on a émite est un plécoptère. Ouais, je te parle latin. Presque. Et c'est une mouche, un insecte ailé à deux paires d'ailes, comme tous les insectes, Ah, mais donc très on fait les deux prononcées. ailes. Voilà, Sinon le poisson se dit, oh là, celui-là n'a qu'une aile, exactement. Et je m'arrête. quand il vole, en fait, les deux ailes, c'est bon. Enfin, les deux paires d'ailes sont légèrement détachées, comme celui-ci. Et en fait, tu vois, on ne met pas des ailes comme sur un insecte. On essaie de reproduire le mouvement de l'insecte quand il vole. Oui, c'est ça. Et qui se Tu vas pose pas sur me faire l'eau. croire que le poisson se dit, il a qu'une paire d'ailes, il a deux paires d'ailes. Enfin, c'est quand même, il en est pas là le poisson. Il n'a pas fait ses études là quand même. Non, mais par contre, il sait bien reconnaître quelque chose qui limite un peu ce qu'il mange ou pas. Il est pas, Il est sélectif. Il est pas bête le poisson finalement. hein. Il n'est pas si bête que ça. Et si tu regardes bien, là je vais faire un nœud final, une ligature finale. À l'aide de petits ustensiles, tu vois, très Ouh précis. là 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 là, c'est de la chirurgie ça. Presque. Mais tu sais, j'ai C'est souvent de la des haute, chirurgiens c'est qui de la viennent haute apprendre à couture. faire C'est des de la mouches. haute couture. Alors ça, c'est la mouche la plus simple, mais qui marche tout le temps. Et si tu regardes, tu vois la lumière. Donc les petites barbules, là, tu vois les effets que ça fait, les reflets que ça fait. Oui. Quand elle va tomber sur l'eau, mais ça va faire une irisation, un prisme sur l'eau. Exactement. Avec le soleil. Et ça va imiter en fait l'insecte qui vient pondre sur l'eau. Celui-ci. Après, on en a qui vont Vous savez pêcher faire, dessous, vous avez dessus. appris à faire une mouche de base, Voilà. certes. J'ai un bouton à recoudre, je peux te laisser ma veste. Alors là, en couture, je suis très mauvais. Merci Antoine. C'est moi, je...
Amélie, vous savez faire des mouches? Non. Parce que moi, je peux vous apprendre maintenant. Ah bon? Antoine m'a appris. Maintenant, je sais faire des mouches D'accord. pour aller à la pêche. Ouais. Bon, je vous apprendrai. Je frime un tout petit peu pour ne rien vous cacher. On est où ici, Amélie? Parce que tout à l'heure, on faisait des mouches à une table. Ici, on est dans un petit coin salon. Là-bas, il y a un piano. Là-bas, il y a un bar. Il y a un restaurant. C'est quoi ce lieu? Alors ce lieu, c'est l'atelier. C'est un bar qui a été monté il y a 12 ans maintenant. C'est à la fois un bar, à la fois un restaurant, une boutique et un lieu où on héberge des associations. Une épicerie aussi? J'ai vu Une petite épicerie. Petite épicerie, mais enfin, Il y a surtout des choses. produits locaux et sinon c'est des vêtements, des bijoux, des accessoires. Aussi. Et des associations à l'étage. Voilà, il y a 4 associations qui sont hébergées à l'étage. L'idée est née comment? Qui a eu cette idée de créer un lieu multi-activité? Alors en fait, l'idée, c'est des gens qui sont nés ici, qui sont partis travailler ailleurs. Et qui À sont, Paris, par exemple? Voilà, à Paris pour la plupart. Les pauvres. Et quand ils sont revenus ici, ils se sont dit qu'ils aimeraient trouver un lieu où ils peuvent trouver ce qu'ils ne trouvent pas facilement ici. C'est une dizaine de personnes en fait qui ont créé le lieu en 2003. Oui. Voilà. Et le lieu a pas mal évolué aussi depuis. Parce qu'au départ, il a été créé selon les envies des gens qui travaillaient. Donc les gens qui ont travaillé ont évolué aussi. Et la demande des gens a pas mal évolué. Au départ, il n'y avait pas de restaurant. Le restaurant s'est développé petit à petit. Et combien de personnes avec vous qui travaillent ici? On est 10 à travailler. 10 à travailler, à se Toute relayer l'année. aussi cuisine, Oui, bar. c'est ça, ouais. On est tous un peu polyvalents. Oui. On fait tous un peu de tout. Et on est 10 toute l'année et un peu plus pendant l'été, parce que c'est quand même la grosse saison touristique. Alors les gens du pays, quand ils ont vu ce commerce un peu bizarre naître. Bizarre, non, parce que c'était un bar. Non, mais pour eux, Ouais. c'est quoi? La preuve, c'est la question que je vous ai posée. On est où ici? Dans un restaurant, dans un bar, dans une épicerie, voilà. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Mais les gens, ils étaient surtout contents qu'il y ait un bar qui ouvre toute l'année. Oui, et oui. Voilà. Et puis Parce qu'à l'époque, il y a 12 ans, il n'y avait plus de bars qui étaient ouverts à l'année ici. Donc il n'y avait plus vraiment d'endroit où se retrouver. Et surtout, en fait, ça a surtout été ça, c'est que les gens étaient contents de trouver un lieu où ils pouvaient arriver. Et oui, mais c'est le problème de beaucoup de villages qui commencent à péricliter, c'est qu'on commence par perdre son bar, son médecin, sa pharmacie, etc., quand il y en a une. Et le bar, en France, c'est un lieu de convivialité, de rencontre. Ça l'est. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment, il y a des populations en fonction des heures ici. Le matin, c'est vraiment les populations, enfin les gens qui sont un peu plus âgés, qui ont l'habitude de venir boire un verre le matin et de se retrouver entre eux. Oui. À 4-5 heures, c'est les gens qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Le soir, c'est plus les gens qui prennent l'apéro. C'est vraiment, il y a des heures. Il y a des populations en fonction des heures. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est un succès, économiquement parlant? Ça dépend des années. Oui. Mais on est toujours là. Ça fait C'est 12 bien. ans, on est toujours là. Ça fait 12 ans que ça existe et vous êtes toujours là. C'est un lieu où on se sent bien en tout cas. C'est-à-dire que quand on entre ici, on a l'impression d'entrer, pas chez soi, parce qu'on n'est pas ici, mais chez des amis. C'est ça. Voilà. C'est le but. On est entre nous. C'est le but. On se pose dans un coin, on discute. Et vous connaissez une autre entreprise qui n'est pas sur exactement le même modèle, mais enfin c'est ce même esprit, qui s'appelle Ambiance Bois. Oui. Oui, on les connaît. Ouais, et ça se rapproche un petit peu de votre philosophie à vous? Ça se rapproche de la philosophie, sauf que eux ont dans leur statut, ont développé la philosophie dans leur statut. C'est-à-dire qu'Ambiance Bois, c'est une SCOP. Nous, on est une SARL, mais on fonctionne comme une SCOP. Voilà, c'est le même esprit, c'est pas la même structure sociale, mais eh bien, écoutez, le mieux c'est d'y aller avec Télim TV. Un jour, j'ai rencontré Ambiance Bois, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, ces gens-là, ils font ce que j'ai dans la tête depuis longtemps, eux, ils le mettent en pratique. Donc voilà, on s'est trouvés. Rémi Cholat travaille donc à Ambiance Bois, qui vient de fêter ses 25 ans. Et aujourd'hui, l'entreprise se dit en mutation. Il y a encore 5-6 ans, c'était une activité minoritaire qui pouvait représenter 30% du chiffre d'affaires, puis 40%, puis la moitié. Et là, on est à une bascule où notre activité construction devient prédominante. Pour le reste, la dynamique sociale est solidaire et fidèle, et reste fidèle à l'esprit qui anime Ambiance Bois depuis le début. Vivre le travail dans des modalités différentes, cela se fait grâce à un statut particulier,
SAPO, Société Anonyme à Participation Ouvrière. Ces fondamentaux ne sont jamais remis en cause. Et au contraire, il y a une adhésion à la fois des salariés historiques de l'entreprise et des nouveaux pour cette charte entre guillemets autour d'une organisation comme la SAPO, c'est-à-dire polyvalence des tâches, égalité des salaires, président directeur général qui tourne, très clairement il est renouvelé tous les 2 ans, par tirage au sort. Donc, voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Et pour faire de la prospective, je pense même que si Ambiance Bois existe encore dans 25 ans, on fera peut-être complètement autre chose, mais ces fondamentaux-là resteront. L'association est le meilleur moyen pour lutter contre la folie du monde. Ainsi parlait-on à l'aube des grands mouvements sociaux qui furent à l'origine de la CGT, par exemple fondée à Limoges au début du XXe. Mais les entreprises comme Ambiance Bois se comptent en France sur les doigts des 2 mains. Elles ont toujours été minoritaires et le fait qu'elles ont toujours existé et qu'elles continuent aujourd'hui sous d'autres formes, ça montre bien que c'est possible. Par contre, en termes de rapport de force, il est très clair que c'est pas notre système qui a gagné. Même si le système libéral montre ses limites tous les jours et de plus en plus, et là on est en plein dedans. C'est-à-dire si aujourd'hui on ne voit pas que le système libéral déconne, il faut vraiment être aveugle. Pourtant, nos fonctionnements restent minoritaires. Donc c'est bien qu'il y a une volonté de ne pas passer à autre chose. C'est pas, je ne parle pas de conspiration, mais il n'y a pas de vision d'avenir. On est toujours sur le formatage d'un ancien modèle. Voilà. Finalement, ce modèle libéral, il est obsolète et vieillot. À l'époque où on aurait pu s'augmenter, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, ou très modestement, un peu par choix. Alors là, c'est des choix quasi philosophiques, je dirais en 2 mots, parce que c'est des notions qui n'ont pas été inventées par Ambiance Bois, un peu de ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Ils rejoignent en cela des idées portées par d'autres, dont le plus connu est certainement Pierre Rabhi. Ambiance Bois produit autre chose que de l'argent, de l'espoir. Et cela échappe aux bandits de grand chemin de la finance internationale. Sophie, vous voulez pas un petit café? Non, ça va, merci. Vous n'en prenez jamais? Jamais. Jamais. Jamais elle en prend? Non. Ça l'énerve? Elle est déjà surexcitée, donc c'est pas la peine. Moi, c'est pareil. On est toujours à l'atelier. Mais vous êtes aussi ici? Vous êtes installé ici avec vos associations respectives? On est à l'étage. C'est laquelle, vous? L'association Contes en Creuse. C'est-à-dire? Alors nous, on organise principalement le festival Paroles de Conteurs sur l'île de Vassivière. Ouais. Donc voilà, cette année, ce sera la 21e édition, Oui. qui aura lieu du 22 au 29 août. Et vous, Inès? Alors moi, je suis la salariée de l'association Émile a une vache. Donc pareil, nous... Émile? Émile a une vache. Il a une vache, il n'en a qu'une. Il en a qu'une. Ouais. Oui. Mais beaucoup d'événements, beaucoup de projets, beaucoup d'actions. Des concerts ici? Des concerts régulièrement. C'est une 60aine d'événements sur l'année. Mais pas que ici à l'atelier. Pas que ici. On programme également un festival de bande dessinée indépendante. Donc il y a lieu un petit peu partout sur le plateau, dans différents lieux. Et alors, pour chacune, pourquoi vos associations sont ici et pas ailleurs? C'est l'envie des habitants, je pense, au départ. Déjà, ceux qui ont Créé le lieu. Créé le lieu. En tout cas, je parle pour Émile a une vache, mais je pense que c'est un petit peu Creuse pareil aussi, pour Contes en Creuse. Oui, il était logique que finalement des associations comme les vôtres viennent s'installer ici. Tout à aussi. fait. ça. Ça fasse vraiment un lieu d'activité. Un lieu de vie. Ouais. Un lieu de vie total, enfin Tout global. à fait, oui. quoi. Au départ, c'était ça. C'était pour l'animation du lieu Oui. qu'a été créée l'association. Alors, d'où vient cette idée de des contes, Alors, de faire des activités autour des contes? Alors l'idée vient de Jean-Louis Bordier, le président de l'association, qui a créé ça il y a 20 ans. Il faudrait lui demander pour exactement pourquoi le conte. Je crois que c'est sa passion, tout simplement. Oui, ça paraît assez évident aussi. Hein. Voilà, oui, mais Ça par va bien rapport avec ici le lieu, territoire de le la pays Creuse. aussi. Tout à fait. Ça a été créé il y a 20 ans déjà? Oui, c'est la 21e édition cette année. Toujours du succès? Toujours du succès, oui.
Bon, et On là, espère ça commence continuer. quand? Le 22 août. 22 août. Oui, dernière semaine des vacances. Une semaine. Une semaine. Et Une alors, il semaine va se- avec beaucoup de choses. Il va se passer quoi exactement cette année? Une programmation sur toute la journée pour le jeune public, le tout public, voilà, des grosses contes, pointures du conte principalement. Ouais. Des grosses pointures comme des découvertes et Que les acteurs viennent réciter, donner, Ouais, c'est ça, raconter, des conteurs. Des conteurs. oui. Et puis pour ce qui concerne les événements alors à venir ici, Alors, il y a un concert ce soir. Oui. Justement, ouais, voilà. Et sinon, c'est une trentaine de concerts sur l'année. Je vous disais une soixantaine d'événements par an, dont et spectacles des concerts vivants. avec des musiciens locaux avec Pas des uniquement. musiciens Non. Pas uniquement, nationaux, internationaux parfois. Voilà, on travaille avec beaucoup de partenaires extérieurs, Oui. avec pas mal d'associations du plateau. Bon, bah, il reste plus On qu'à- mutualise. Il reste plus qu'à. Alors, on a 2 événements où il faut venir quand même. Hein. Oui, Tout à fait, il faut venir. le conte, Voilà. ouais. Le concert ce soir, ça va peut-être être un Ouais, peu court c'est un peu pour qu'on court. se retourne, mais il y a tous les autres. Ouais. Et puis la dernière semaine d'août, on a bien noté ça. Oui, Bon, toujours pas de café? toujours pas. Bon, alors Merci. tant pis. hein. Ça, c'est étonnant parce qu'on se trouve dans une nature magnifique. Le lac de Vassivière, c'est vraiment un des plus beaux endroits de France. Le plateau de Millevaches, pas loin, etc. On va y aller. Mais, et on trouve un bois, comment vous appelez? Un bois de Le sculpture bois de contemporaine. sculpture, Hein, oui. c'est ça, de sculpture contemporaine. Oui. Comment est née cette idée, Marianne? Alors, Vous êtes la c'est- directrice du centre, hein, je tiens à le préciser. C'est au début des années 80. Oui. Une association d'artistes crée un festival de sculpture sur l'île de Vassivière. Mhm. Qui est Oui. grande, hein, qui fait combien d'hectares? Ça fait 70 hectares, Oui. mais le lac en fait 1000. Oui. Et comme vous le savez, c'est un lac artificiel, Oui. donc avec ce barrage, barrage, avec oui. un paysage aménagé Mhm. qui inspire beaucoup les artistes. Et donc les sculpteurs viennent sculpter ici sur l'île dans les années 80. C'est complémentaire de ce magnifique paysage ou c'est concurrent? Ah oui, ce qui est complémentaire, c'est la relation entre l'art et la nature. Et on a un public qui vient pour ça, pour voir des œuvres dans le paysage. Donc ils se promènent, ils viennent ici, ils font à pied le tour de l'île. Et les sculptures sont à peu près partout. Hein, sont Oui, réparties. c'est pour ça Ça fait un qu'on- joli tour quand même. Hein. Oui, il faut compter une bonne journée Oui. ou 2 demi-journées. Et il y a 60 œuvres en tout aujourd'hui, donc depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va en voir tout au long de notre petite discussion. Il y a une chose que je voudrais savoir. Il y a quoi derrière cette porte-là? Et où est-on ici déjà? C'est quoi ce bâtiment? Il est au centre hein, un peu du Oui, alors du bois. ici, c'est le Centre international d'art et du paysage. C'est un lieu d'exposition Oui. qui a été créé en 91, justement pour avoir des expositions qui puissent compléter toute la collection d'œuvres qu'on avait sur l'île. Et aujourd'hui, on a aussi un programme de résidence sur l'île. Donc le Centre d'art, c'est 3 activités, exposition, collection d'œuvres et Et résidence. vous dirigez tout ça. Vassivière, l'art a trouvé son île. C'est pas beau ça? Alors, on va voir ce qu'il y a derrière la porte. Je vous suis. Qu'est-ce qu'on entend là, Marianne? Alors là, on entend une installation sonore de l'artiste Dominique Petitgand. Oui. Normalement, on est un lieu pour les arts visuels, on montre des peintures, des photos. Mais là, j'ai invité un artiste qui fait du son. Alors c'est ça, toutes les enceintes par terre, en fait, c'est son œuvre. Voilà. Et le son, ça fait aussi partie de l'art. Ah oui, tout à il y a fait. la musique, vous me direz, ça, c'est vrai. Mais L'art contemporain, ça regroupe des pratiques très diverses, des performances, de la poésie, des images, du son. bien sûr, C'est ouvert à plusieurs disciplines. alors, les petits sons que vous entendez, mais finalement, c'est l'œuvre de cet Dominique artiste-là. Petitgand. Vous êtes natif d'ici? Non, je suis native de l'Île-de-France et je suis venue en Vous étiez où Limousin. avant? J'étais en Seine-Saint-Denis, je dirigeais un centre d'art à Noisy-le-Sec. Oui. Et je suis venue ici Et parce qu'est-ce qui vous a amené ici? l'envie de revivre différemment les saisons, le climat, d'être en lien avec le climat. Alors on est à quoi, 700 mètres ici d'altitude? Oui.
Donc les saisons, il y a eu de la neige là cet hiver, on va vers le printemps, l'été, avec des saisons fortement marquées. Hein. Donc ça joue aussi ça sur votre imaginaire, sur ce que vous avez envie de faire? Bien sûr, ça inspire les artistes, mais aussi nous. La programmation artistique que je construis ici, elle est forcément influencée par les saisons, par le changement de climat. Oui. Et j'avais envie de me reconnecter à la nature aussi. Et vous avez fait le choix de rester ouvert toute l'année, même si c'est vrai qu'en janvier, par exemple, il y a moins de monde qu'au mois de juillet, ça c'est sûr. Oui, mais c'est un défi de dire que le centre d'art ici, c'est comme un phare qui illumine le territoire, parce que le premier village est à 20 km. C'est une zone peu peuplée, mais malgré tout, c'est très important pour les gens que ce lieu de culture reste ouvert. Alors Marianne, pourquoi à l'entrée de ce bâtiment, il y a un phare? Et ça, moi, ça me fait penser une carène de bateau inversée, vous savez. Oui, donc Pourquoi? ce sont les architectes. On est loin de la mer quand même ici. Oui, Aldo Rossi et Xavier Fabre. Donc Aldo Rossi qui est un grand architecte des années 80. Tous les deux avaient conçu ce bâtiment spécialement pour être un centre d'art. Et ils ont voulu jouer sur un vocabulaire maritime avec le phare, avec une fenêtre qui ressemble à un hublot, avec cette coque de bateau inversée. Ils ont voulu apporter la mer et l'océan, le large et l'horizon ici, en plein cœur de la France. Bon, faut dire qu'on est entouré d'eau quand même. Hein. Ah oui, le lac fait 1000 hectares. On a vraiment un paysage à 360 degrés tout autour de l'île. Donc on retrouve la notion d'environnement qui vous a un petit peu amené ici quand même, parce que je ne vais pas être méchant avec la Seine-Saint-Denis et la région parisienne, mais on est quand même mieux ici. C'est une autre qualité de vie, c'est une autre manière de travailler surtout. Comment ça a été accueilli ce centre d'art contemporain ici? Pas évident. Oui, par les habitants. Au début, il y avait des questions. Aujourd'hui, ils voient que c'est un lieu incontournable, qui est pour eux très important. Mais eux-mêmes viennent, vous allez les chercher pour les faire venir? Oui, donc on va les chercher à travers les ateliers pour les familles, à travers ce qu'on fait avec les scolaires, surtout à travers les enfants, mais aussi plein d'actions. Ah oui, les enfants qui rentrent à la maison en disant à leurs parents, tiens, je suis allé là, j'ai vu telle chose, vous devriez venir. C'est comme ça que ça se passe finalement. Oui, oui, oui. Alors là, on est dans le phare, Marianne. On est au pied du phare. Hein. On ne va pas monter les combien de marches? 119 marches. Un peu moins que la Tour Eiffel quand même, mais bon, ça fait quand même assez haut. Et avec un écho, je ne sais pas si ça passe vraiment à travers nos micros, mais c'est incroyable. Écoute, là pour faire des concerts, des chorales, ça va être extraordinaire ça. Il y a une expo sonore ici aussi? Voilà, Dominique Petitgan a installé des sons pour ce phare, qui est une des salles d'exposition. C'est donc l'œuvre de Xavier Fabre et Aldo Rossi, ces architectes. C'est vraiment une architecture unique en France. Oui. Pour un centre d'art contemporain, c'est très étonnant d'avoir ce phare. Et pour finir avec la mer, j'ai aperçu un sous-marin dans le lac de Vassivière. Allez savoir comment il est arrivé jusqu'ici. J'en sais rien, c'est un sous-marin russe en plus. Oui, c'est l'œuvre d'Alexander Ponomarev. Oui. C'est un artiste russe qui a fait ce sous-marin spécialement pour ici. C'est comme un jouet qui serait agrandi. Oui, se poser sur le lac, les petits bateaux télécommandés avec lesquels les enfants jouent parfois sur les bassins à Paris. Vous devez vous souvenir de à quoi ça ressemble. C'est pas si vieux finalement. Eh bien, écoutez, on va vous abandonner ici avec votre exposition sonore. Merci beaucoup, Marianne. Merci à vous d'être venue. Ce qui est très intéressant aussi chez vous, c'est que vous faites plein d'expériences, des expositions que vous testez, qui peuvent se retrouver après dans des lieux à l'étranger ou en France. C'est ça l'idée aussi. Nous, on est vraiment un lieu d'expérimentation, de production. Et on invite les artistes à s'emparer de ce lieu, à faire des choses extraordinaires qu'ils ne peuvent pas forcément faire ailleurs. Et puis ensuite, certaines œuvres sont montrées dans les grands musées, à l'étranger. Et je peux vous dire que certains se lâchent, mais pour le voir et le savoir, il faut venir ici, profiter du printemps et de l'été, c'est magnifique. Et puis vous ferez le tour de cette île avec toutes ces... Combien d'œuvres déjà, on peut le redire? 60 œuvres. 60 œuvres à découvrir. Et puis Marianne à rencontrer aussi parce qu'elle est super sympa. Puis merci Marianne pour l'ouvrage. Moi je vais vous inviter avec Télim TV à aller sur le plateau de Mille Vaches à la rencontre d'une Américaine qui s'est installée ici, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, avec les vaches et les chevaux. Ça, vous allez aimer ça.
Ça, c'est le céleri. Déborah est née du côté de Boston et elle a grandi à Cape Cod et s'appelle Boisvert depuis 1998. C'est une région sur le bord de mer et oh oui, c'est très joli, très différent d'ici. J'ai grandi avec mes chevaux, j'ai monté à cheval sur la plage, j'ai nagé dans l'Atlantique avec mes chevaux quand j'étais jeune. À 9 ans, j'ai commencé d'embêter mes parents. J'avais vu un cheval par la fenêtre de la voiture pour la première fois. Et tout de suite, j'étais attirée. Autant que j'ai toujours aimé tous les petits animaux, les chats, les chiens, les souris, les oiseaux, et bien les chevaux, c'était du top. Alors, il fallait absolument que je monte à cheval. Et mes parents, qui ne sont pas très animaliers, ils n'ont jamais compris, mais ils m'ont emmené à cheval. Et finalement, à 12 ans, j'ai eu ma première cheval. Désormais, elle vit ici, avec son mari éleveur. 300 têtes de bétail, une trentaine de chevaux. Rien à voir avec l'Ouest américain, mais tout de même. L'agriculture et l'élevage se sont modifiés sur le plateau et Déborah a amené là une touche, grande plaine et grands espaces. Les fermes ont beaucoup évolué ici sur le plateau du Mille-Vaches. Ils sont passés des veaux de lait sur les petites structures et les petites parcelles au bruta sur les grandes structures et les grandes parcelles et moins de main-d'œuvre. Alors, on ne pouvait plus rentrer nos vaches sans avoir 10 ou 15 personnes qui venaient nous aider. Alors, j'ai acheté un premier quarter horse en 2003, plutôt pour le plaisir, pour le loisir. Mais quand, en fait, enfin, en cours, on ne pouvait pas rentrer les vaches, j'ai été chercher ces juments. Et c'était tellement facile. Les vaches m'ont écouté et j'ai pu tout de suite entourer le troupeau et les faire rentrer. Oh, c'était vraiment le rêve. Alors, à partir de cette expérience, je me suis en fait former en France avec les cours et des autres centres d'équitation western qui existent en France, qui m'ont appris comment on fait pour gérer les bovins à cheval, qui n'est pas pareil quand même qu'à pied, que j'avais déjà appris grâce à mon mari, qui a toujours fait ça depuis son jeune enfance. Autrement dit, il suffisait d'y penser. Devenue monitrice, elle peut aujourd'hui accompagner et former des cavaliers. Alors, à 48 ans, avec 4 enfants, je suis retournée à l'école. Et bon, on avait déjà une trentaine de chevaux à l'époque parce que j'avais commencé un élevage qui tournait très bien. Il y a énormément de demandes pour les quarter horse en France. C'est un cheval qui est rustique, résilient, qui est assez froid de tempérament. Et bon, ils sont les plus beaux. Alors ça se vend bien. Les gens y veulent un cheval qui est gentil, qui est beau, qui peut monter les week-ends. Les chevaux qu'elle met à la disposition des éleveurs sont issus d'une lignée adaptée à ce travail. C'est un peu comme la différence entre un border collie et un golden retriever. Tous les deux sont les chiens, mais le golden retriever, il ne voudrait pas aller encadrer le troupeau. Ou un quarter horse déligné de bétail, il a un instinct de la naissance qui se déclenche. Il va bouger sur ses postérieurs, il va empêcher la vache de passer, il va jouer en fait. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir ce style de cheval quand on veut travailler avec des bétails. C'est un instinct, il veut aller, il veut gagner, il n'aime pas si la vache elle passe. Et c'est un vrai partenariat quand on monte ce style de cheval parce qu'il y a un rapport entre le cheval et la vache qui se fait. Et ben, c'est autant passionnant qu'efficace. C'est les autres qui nous appellent. Hop, hop, hop! Alors, il bien aimé passer le petit vache là avec le coin coupé. Et la première fois que je suis venue ici, Déborah m'a fait monter une de ses juments qu'elle avait d'Ali dans la carrière avec les vaches, ce que j'avais jamais fait. Et ma réaction, ça a été: je descends, tu me donnes un bâton, je trie tes vaches, mais à cheval, je sais pas faire. Elle m'a dit: laisse faire la jument. J'ai pris un tel plaisir que depuis, je reviens. Mais très souvent, c'est ça, je vous lâche plus. Je vous lâche plus, je suis tombée amoureuse de l'élevage, je suis devenue amie avec Déborah, qui est franchement une personne extraordinaire à connaître, à rencontrer, et qui m'a donné la passion, franchement, de sa passion, les quarter horse, et du coup, je lui en ai acheté une petite jument, qui est une pure merveille, quoi.
et avec qui, comme moi je suis éleveuse aussi, je veux arriver à les faire comme elle, arriver à aller chercher mes vaches à cheval. Et elle a des chevaux qui sont tellement bien dressés, tellement faciles, tellement agréables qu'ils travaillent tout seuls. En fait, nous on est juste dessus pour les diriger vraiment, mais c'est rien d'exceptionnel, honnêtement. Elle a des chevaux qui sont passionnants. Mais j'ai remarqué que tout le monde s'amuse quand on veut faire un cattle drive comme aujourd'hui. C'est pas très compliqué et mes chevaux sont bien adaptés autant aux clientèles qu'à le boulot. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on s'amuse. C'est un moment qui est bien pour mon mari parce que c'est tellement plus facile pour lui. Il n'a que d'ouvrir la trappe. Et bon, mes clientes, ils s'amusent. Tout le monde est content. Les chevaux, les vaches. Même les vaches, ils sont moins stressés. Ça passe dans une came d'habitude, car ils ont l'habitude et ils cèdent devant les chevaux. Alors, c'est pas un conflit, mais ça reste plus calme. Ah bon, on arrive là. Oui, enfin. Ah non, ça va, c'est pas trop loin. Mais c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. N'est-ce pas? Oh, Belle vue sur les paysages limousins, le plateau de 1000 vaches. Et les boulots. Et les boulots, les voici. Bon, allez, j'ai hâte de goûter. On Depuis que y j'en va. entends parler, je veux savoir quel goût ça a. On y va. Alors en fait, on perce un petit trou délicatement dans les premiers centimètres d'épaisseur de l'arbre et on insère après ce tuyau qu'on raccorde à ce bidon et tous les matins on vient récolter. Et c'est plein? Et regardez. Quasiment. Là il y a 2-3 litres là, mais c'est très variable d'un jour à l'autre, c'est très variable d'un arbre à l'autre aussi. On est à quelle altitude là, Patricia? 750. 750. Oui. Patricia est bétulicultrice. Bétulicultrice. Je suis sûr que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Ça veut dire? Ça veut dire que je récolte de la sève de bouleau. Et pourquoi faire? Pour faire une cure de printemps. Pour vous? Tous ces bidons? Non, non, bien sûr, je me sers la première. Ah, bien dites donc, entendu, vous y allez et je sers fort. ma famille, mais je la livre à tous ceux qui souhaitent en avoir. Alors, ça sert à quoi? Ça fait quoi? Quels sont les bienfaits de la sève de bouleau? Alors, la sève de bouleau, elle a plusieurs propriétés. Elle est considérée comme une cure détoxifiante à leur sortie de l'hiver. On accumule des toxines, on a fait des excès, ça permet d'éliminer. Vous peut-être, pas nous. Pas vous? Hein, ah bon, franchement, vous êtes les seuls non, alors? pas nous, pas nous. Et après, elle a des propriétés reminéralisantes parce qu'elle est très riche en oligo-éléments, minéraux. Comment vous avez trouvé ça? En me documentant, m'intéressant à tout ce que peut Il n'y a donner que la le bouleau, nature. le tilleul, l'érable, non? Il y a très peu d'arbres qui acceptent de donner aussi abondamment leur sève en fait. À part le tilleul, le bouleau et l'érable à sucre. Enfin, moi je ne connais pas d'autres arbres. Oui, le sirop d'érable, Pour cher faire- à nos amis voilà, québécois. Pour faire du Mais- sirop. Mais les Québécois sont friands de la sève de bouleau. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très consommateurs et dans leur culture, c'est une pratique courante. Alors, la sève, on ne la récolte pas n'importe quand. Là, il Non. faut la montée de sève. Tout à fait. Donc, c'est quoi, mars-avril à peu près? En gros, c'est ça. Cette année, on a démarré autour du 13 mars. Mhm. L'année dernière, c'était le 3 mars. Donc, c'est variable suivant la durée de Vous le voyez à l'hiver. quoi? Vous le voyez, c'est la Ben, météo on ou observe c'est déjà la nature, la Oui. météo, le climat.
Dès que les gelées ralentissent, dès que les oiseaux se mettent à chanter, il y a des signes. Oui. Et puis on teste, on voit si elle veut commencer à donner un peu. Et ça n'épuise pas l'arbre de lui pomper la sève comme Non, ça parce qu'en fait, La elle donne sève. une toute petite partie de ce qu'elle produit et de ce qui monte dans l'arbre réellement. Mais c'est incroyable parce que vous remplissez un bidon de quoi? Combien de litres? C'est des bidons de 10 litres. 10 Mais litres ils en sont- combien de temps? Ils sont rarement pleins hein, quand même. Hein. C'est exceptionnel quand un arbre donne un bidon rempli en une nuit. En fait, on récolte tous les matins et jusqu'au lendemain matin, donc tous les 24 heures. La montée de sève se fait plutôt la nuit ou le jour? Plutôt la nuit. Plutôt la nuit? Oui, voilà. Pourquoi? Pour quelle raison on le sait ça? Apparemment, les contrastes de température entre le jour et la nuit impulsent la montée de sève. Bon, et vous, alors une cure depuis combien de temps? Alors moi, j'ai commencé avant tout le monde, évidemment. Je me sers la première. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut en boire combien? Alors, en Ça fait- ressemble à quoi? Vous pouvez me montrer? Eh bien, On peut pas écoutez, se faire un petit bien- verre là? Bien sûr, on va s'offrir un petit Tiens verre. Maxime, même toi deux, qui si as vous le voulez. panier là, donne-moi un petit verre s'il te plaît. Voilà. Allez. Alors, on va défaire le Je bidon. voudrais quand même savoir quel goût ça a. Et puis vous voyez, Ça a quel goût, même si j'enlève Patricia le tuyau, vous voyez que la sève, elle coule un tout petit peu, tout doucement, mais sûrement. Elle coule, et puis il y en a plein le tuyau là, donc je vais poser délicatement. Et puis je vais vous servir un petit Ça peu colle, de- c'est sucré, c'est quoi? C'est comment? Non, c'est très limpide, c'est blanc, c'est transparent, c'est Merci. comme de l'eau, vous voyez. Mais c'est vraiment de l'eau. Je peux vous en donner plus, hein, vous risquez absolument rien. C'est pas dangereux? Je vais goûter d'abord. Ça a plutôt le goût de Bordeaux ou de Bourgogne? Rien des deux, rien des deux, absolument rien des deux. Bon, j'y vais alors, j'y vais. Faut se risquer. C'est une eau légèrement parfumée avec un petit goût de végétation qui est plutôt agréable. hein. Oui. Certains lui trouvent un Mais goût sucré. Parce Je pensais que la sève était plus visqueuse. Non, pas du tout. Même quand elle évolue, parce que là, c'est le stade très, très limpide, très pur, elle sort de l'arbre, et elle évolue au fil des jours. Donc elle devient un petit peu plus opaque, Oui. et elle s'acidifie, mais c'est léger. Mais il faut la boire à quel moment pour que ça fasse effet? Le mieux, c'est le matin à Comme jeun. ça, à l'arbre. La première tâche du matin, vous levez votre Au pied de verre. la vache. Voilà, Au pied presque de la ça, vache. voilà. À jeun le matin, c'est l'idéal. C'est pas le matin, on n'est pas complètement à jeun, mais tant pis, on essaye quand même. Mais c'est bon quand même, on peut en boire, pour ceux qui aiment vraiment ça, on peut en boire C'est très toute bon. la hein. journée aussi. hein. C'est très bon. Oui, oui. Donc je vais rajeunir. alors. Bien sûr, Bon, c'est super. plein de vitalité. Donnez-moi le bidon. Je vous en donne un plus grand quand même. Mais c'est vraiment très très. Comment dire? Je vois pas d'équivalent. Une eau, mais légèrement moins fluide quand même, et avec un petit goût légèrement sucré. Petit goût de végétation légèrement sucré. Mais c'est très très bon. En plus, c'est frais. Ça... Oui, voilà, c'est frais. Ah ben voilà, je me sens en pleine forme, moi. Bon, ben merci beaucoup, Patricia. Il faut en boire combien pour rajeunir de 10 ou 20 Alors dans ans? l'idéal, c'est une cure minimum de 3 litres par personne pour bien faire par une jour? cure. Non, non. Ah bon? Pour faire une cure de 21 jours consécutivement, donc ça fait un petit verre, un demi-verre. petit verre tous les jours, tous les à matins. jeun. Exactement. Bah, vous voir, ça marche. hein. Merci Patricia. Ben voilà, on va quitter le Limousin comme ça avec un verre de sève de bouleau. Là, on est vraiment terre de France. hein. On est 2 pieds ici à 750 mètres d'altitude. On boit la sève des bouleaux. Santé. Merci Patricia. C'est notamment dans les magasins bio, on en trouve. Ah bon? Et sinon, directement auprès du producteur, comme moi, auprès du récoltant. Mais ça se conserve 3 semaines? 3 semaines. On peut le conserver 3 semaines. C'est ça- fait pour, ça- la nature est bien faite, ça se conserve 3 semaines. C'est étonnant. hein. Ouais, ouais. Ah, mais vraiment bien, ça a la même limpidité que l'eau. La bonne Jacques. La vôtre, Patricia.